Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics, la culture bande dessinée par leur travail. Vous le savez, on adore aller à la rencontre des artistes qui font les BD qu'on aime lire et on profite de la tenue de Japan Expo. Voilà, on avait fait quelques interviews un peu axées manga, mais on avait eu la chance sur le stand de Comics Initiative d'avoir un dessinateur de comics, des trucs voilà de la bande dessinée américaine. Donc forcément, on n'allait pas louper cette occasion pour avoir cet invité avec nous, d'autant plus que il parle français et donc ça c'est quand même vachement plus pratique aussi. Donc je veux bien entendu parler de Alberto Albuquerque. Salut Alberto. Salut, ça va Arnaud? Ça va très 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 bien. Ça fait quelques fois qu'on se croise dans les conventions. On n'avait pas encore fait de podcast ensemble, mine de rien. Eh bien, changeons cela, veux-tu? Voilà. Donc Alberto Albuquerque notamment on te reçoit parce que tout récemment chez Comics Initiative, et on en avait parlé dans un précédent podcast Back Issues, il y a No One's Rose qui vient de sortir, donc que tu as dessiné. Voilà. Et donc on va un peu parler de ça, mais aussi juste de parler de toi, de ta carrière, de ton dessin, de ce que tu aimes faire, puisque voilà, ça fait quand même quelques temps que t'es pas venu en France avec le Covid aussi, donc oui, non, ça fait 3 ans qu'il y viens pas, donc ouais, ça fait plaisir de revenir, hein, quand même. C'est beau, Japan Expo, il y a du monde de partout, c'est l'enfer, mais on est obligé de se poser dans un parking dehors pour pouvoir enregistrer tranquillement, et on espère que vous serez pas trop embêtés par les bruits parasites. Mais justement Alberto, par contre, moi je te connais, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne te connaissent pas, donc est-ce que tu peux un petit peu juste te présenter? Okay. Oui. Bon. Allez, c'est la question, il faut passer par là. Ok. Oh, je pensais que tu pouvais faire ça, mais. Ouais. Alors, je suis Alberto Jiménez Albuquerque. Je viens de travailler avec des éditeurs français depuis longtemps. J'ai commencé chez Paquet, chez Soleil. Après, j'ai commencé à travailler au marché américain. Dans son projet indépendant chez Onipress qui s'appelle intitulé le DR44. Ouais. C'est traduit en français pour Glénat Comics. Et après ça, j'ai commencé à travailler chez Marvel, notamment dans plusieurs titres. Dernièrement, j'ai fini une mini-série de 5 numéros qui s'intitulait Web of Spider-Man. Je sais pas si c'est traduit en français ou pas. Je crois pas que ce soit encore arrivé, ou peut-être que c'est arrivé. Je sais pas, parce que Panini Comics, ils m'ont dit rien, donc je sais pas. Mais bon. En même temps, j'ai fait des projets indépendants aux États-Unis aussi. Comme No One's Rose. J'ai fini ça chez Bolt, traduit par Comics Initiative, comme tu disais. Maintenant, je viens de finir un autre projet indépendant chez Aftershock, intitulé A Calculated Man. Ça a été déjà pris par Hulu pour adapter à la télé. Ok. Peut-être, on va voir. Peut-être, ouais, c'est une option. Voilà. Et maintenant, je bosse sur DC Batman and the Outsiders pour la série Batman Urban Legends. Okay, et après, je vais faire 3 numéros chez Marvel de New Mutants. Ok. Donc ça, c'est un peu mon carrière. C'est tout ce qui a été annoncé récemment en plus, voilà. Parce que peut-être que tu as d'autres trucs en prévision mais dont tu peux pas parler non plus. C'est ça. Donc tu vas en parler quand même, hein? Ah non, allez, non, c'est secret. Allez, Alberto, ça fait 3 ans. Non, c'est secret, non. Très bien. Donc voilà, donc ça c'est tous tes projets à l'heure actuelle. Voilà. Alors là aussi, l'autre question un petit peu, vu que c'est la première fois qu'on te reçoit, c'est un peu de nous dire aussi ton parcours, ton rapport à la bande dessinée. T'en as toujours lu quand t'étais petit, t'as toujours voulu en faire, ou est-ce que ça arrive un peu plus tard? Non, ça arrive de debout, hein. J'ai commencé à lire de comics BD quand j'étais petit. Mon frère, il avait de BD espagnol. Et après ça, j'ai appris il y a du comics n'importe où. J'ai commencé à lire de comics américains, du comic manga. Et un peu après, j'ai découvert la BD française.
à partir de ça, j'ai lu n'importe quoi. Hein. Ouais. Mais c'est facile d'ailleurs en Espagne. Enfin, l'accès à la bande dessinée, c'est assez facile par rapport à ce que tu peux voir, notamment quand tu vis en France, puisque nous, on est le pays de la bande dessinée. Oui, voilà, ça dépend d'où. Bien sûr, j'habite à Madrid, c'est une grande ville. Donc, on a accès à tout. Ouais. C'est plus facile là-bas. Je connais des amis qui habitent dans des petites villes et c'est un peu plus difficile. Amazon, bien sûr, ça fait les choses plus faciles pour tout le monde. Mais quand même, en librairie, c'est plus facile dans une grande ville. Moi, j'ai jamais eu de problème à trouver de BD, comics. Mais bon, c'est vrai aussi que maintenant, il n'y a pas que les librairies spécialisées en BD. Avant, j'ai trouvé des comics dans les kiosques, dans les grands magasins, quoi. Maintenant, c'est un peu plus réduit. Ah ouais? Mais bon, ça va. Si tu veux, tu peux trouver. D'accord. Quand tu veux, tu peux. Et justement, par rapport à ce fait que tu lisais beaucoup et tout ça, et que tu avais envie d'en faire, t'as suivi des cours ou t'as appris par toi-même le dessin, ou t'étais dans une école d'art? Oui, bon, j'ai commencé comme tout le monde, à dessiner ce que je pouvais, à copier du comics. Et après, oui, j'ai fini le lycée et j'ai commencé à étudier le dessin du comics dans des écoles privées à Madrid. Ouais. Voilà, j'ai fait 2-3 ans et c'est fait. Ok. Tu citerais qui un peu comme tes influences dans le dessin? C'est qui t'a inspiré le plus, les artistes? Ouais, il y a beaucoup, hein, c'est comme toujours, mais bon, au début, surtout... Ou peut-être, non, tu sais quoi, j'ai reformulé la question, qui c'est qui t'inspire maintenant? Tu vois, limite, est-ce que tu regardes les travaux des autres? Est-ce qu'il y a des artistes actuels qui t'inspirent et qui te motivent pour continuer le travail? Il y a beaucoup, mais, ouais, mais quand même, ouais, j'ai beaucoup de copains. Et bon, des dessinateurs que j'aime bien, Olivier Coipel, Pepe Larraz, Sam Murphy, James Harren. Ouais. Ça dans les comics, dans la BD, bon, écoute, Juanjo Guarnido, c'est super. Enrico Marini, c'est toujours en influence. Du manga, je suis plus classique, mais bon, Katsuhiro Otomo, bon. Ça cite les grosses références, voilà, les grosses références quand même. Ça suffit. Ouais. Alors justement, tu disais quand tu disais un peu le déroulé de ton parcours que tu avais en fait, t'as commencé par faire de la bande dessinée franco-belge. Ouais. En fait, et pas du comics. Donc en fait, t'avais un appétit d'abord pour le franco-belge en fait ou bon, c'est un peu le parcours, tu vois. J'étais toujours focusé dans les comics, mais dans les écoles où j'ai étudié, j'ai fait des connaissances de copains qui travaillaient dans les marchés franco-belges. Et bon, ils m'ont donné des contacts. Et c'est comme ça que je pouvais travailler chez Paquet au début. J'ai fait la connaissance d'éditeurs à Barcelone. Bon, c'était une expérience bonne et une façon de commencer, de se professionnaliser surtout. Ouais. Et bon, c'était une façon de commencer le parcours, voilà. Alors pourquoi tu t'es dirigé ensuite vers la BD américaine? Tu préfères ça comme façon de travailler, même de découper tes planches, parce que tu travailles sur des planches qui sont plus petites? Oui. Bon, qu'est-ce qui change pour toi? Les comics, c'était plutôt parce que c'est ça que j'ai trouvé plus facilement quand j'étais petit. Donc, il y a lycée du X-Men, Wolverine, tout ça. Et donc, bon là, j'ai voulu faire ça. Après, il y avait des Espagnols qui ont commencé à travailler chez Marvel, comme Carlos Pacheco, Salvador Larroca. Bon, s'il y avait des mecs espagnols qui travaillaient aux États-Unis, bon, c'était possible. Donc, j'ai voulu faire ça. T'as fait comment alors? T'as envoyé des portfolios? Pardon? T'as fait comment pour aller chez eux? T'as envoyé des portfolios? T'es allé à genre la New York Comic Con présenter tes dessins? Non. Bon,
comme j'ai commencé dans le marché franco-belge, il y avait déjà du bouquin pour trouver les éditeurs américains. Oui, j'ai voyagé à Barcelone pour la Comic-Con là-bas. Il y avait des éditeurs américains qui venaient à réviser du portfolio. Et bon, et après, j'ai fait la connaissance de Charles Soule. Ouais. Pour le Terrain 4 et ça m'a aidé beaucoup aussi. Ouais. Parce que ça a été une super longue série quand même. Vous avez fait, ouais, c'était en total 35 fascicules. Ouais. Chez Glénat, ça fait 5 ou 6 tomes. Ouais, 6 tomes, voilà. C'est ça. Quoi. Et ça, c'était marrant parce que c'était chez Onipress. Onipress. Ouais, c'est ça qui est une structure assez petite, mais tu as quand même pu faire une ongoing assez longue et tout. Tu te rappelles un peu de l'expérience que c'était? Qu'est-ce que tu en retires de ce long parcours en Indé qui est pas si évident, quoi? Oui, c'est ça. Au début, c'était difficile de faire une série si longue dans une petite maison comme ça. J'ai trouvé Oni grâce à un ami, à Steve Lieber. Et il m'a invité chez lui. Après, on a fait le festival à Seattle. Il m'a donné les contacts chez Oni. Et c'est ça qu'on a commencé l'aventure chez Oni. Et au début, on savait pas si la série allait fonctionner ou pas. Charles, il avait en tête de faire une série longue, 35-40 fascicules, mais dans une petite maison, on ne sait jamais. Et bon, ça marchait suffisamment bien pour la finir comme on voulait. Et on est très content d'avoir fait ça. Ouais. Alors pour l'industrie américaine, en fait, donc ce que je comprends bien, c'est faut voyager et avoir un petit peu les contacts pour réussir à se rendre. C'est un peu ça la recette secrète. Ouais, je crois que c'est plus simple comme ça. Si tu connais du monde face à face, c'est toujours mieux. D'accord. Alors c'est vrai que dans les différents projets que tu fais, donc on parle de Letter 34, mais tu fais aussi, t'as fait aussi des trucs chez Marvel et ensuite chez DC. Comment tu choisis un petit peu tes projets? Tu alternes aussi entre mainstream et indé, comment tu choisis un petit peu les projets sur lesquels tu vas travailler? J'essaie toujours d'avoir tous les deux en même temps. Ah ouais? C'est difficile, mais ça marche parce que normalement, dans les projets indépendants, c'est plus facile d'avoir des dates de libération un peu plus longues. Ouais. Donc, c'est plus facile pour moi de m'organiser avec ça. Et bon, le projet avec Marvel d'ici, c'est toujours assez rapide. Il faut aller vite. Donc, t'as un mois pour faire un numéro, non? Oui, 4-6 semaines. Ouais, 6 semaines. Ça dépend. Ouais. Si tu as la chance. Sinon, ça fait, 4-5 au moins. Mais. Ça, c'est un rythme qui est facile à tenir? Non, c'est dur. Hein? Ouais, c'est dur. C'est difficile. Moi, j'ai un petit 10 ans et demi, donc. Non, mais fallait pas faire d'enfant, Alberto. Ça prend le temps. Quelle idée. Voilà. Mais bon. Mais oui, avec les projets indépendants, tandis que j'attends les scénarios pour les comics, le Marvel d'ici, je peux continuer avec l'indépendant. Et c'est comme ça que j'essaie d'avoir toujours quelque chose. Un petit équilibre, en fait. D'accord. Voilà. Et ça donne envie aussi de faire quelque chose à toi. Bon, c'est pas moi seulement, c'est avec des scénaristes, mais on est des copains, on fait des projets qui ont bien, on aime bien. Et ça toujours te réénergise pour faire ton projet personnel et après changer un peu pour le super-héros conventionnel, quoi. Et quand tu fais des trucs chez Marvel ou chez DC, c'est toi qui demande quelque chose ou où on te propose? Parce que t'as fait du Web of Spider-Man, t'as fait déjà pas mal de Spider-Man. Non, mais c'est normalement, ça dépend des éditeurs là-bas qui me proposent. Parce que genre pour Web of Spider-Man, t'avais bossé avec Nick Lowe alors, c'est ça? Au début, oui. Ouais. Au début, oui. Après, c'était Devin Lewis.
qui est travaillé avec. Et ces étudiants ont un très bon rapport. Et normalement, ça se passe comment du point de vue de l'artiste en fait quand tu bosses dans du mainstream avec justement avec l'éditeur et le scénariste en fait parce que je sais que certains artistes que j'avais interrogés en fait eux parfois dialoguaient même pas avec l'auteur parce qu'ils recevaient juste le script mais après ils envoyaient les planches en fait à l'éditeur et c'était en fait avec l'éditeur que se faisait le dialogue et pas avec l'auteur. Oui, ça peut arriver si le projet c'est trop pressé. Mais normalement, c'est facile de parler avec le scénariste. Normalement, j'essaie d'inclure les scénaristes tout le temps parce que, bon, je vais leur tenir actualisé, quoi. Si ça avance et j'ai vu avoir leur impression. S'ils veulent changer quelque chose dans les dessins, on travaille comme ça et c'est plus rapide pour avoir un résultat plus intéressant. Mais écoute, il y a des fois qu'on n'a pas le temps. Mais sinon, c'est pas une chose qui les éditeurs essayent d'éviter non plus. Hein. Maintenant, si tu veux parler avec ton scénariste, tu peux. Ouais. N'importe où, hein. C'est Twitter, Instagram, Facebook, tu peux arriver. Ça a dû changer pas mal, même par rapport. Bon, après, t'as pas non plus démarré il y a 50 ans, quoi, mais ça a un peu évolué aussi, tout ça, depuis que t'as démarré la carrière, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, un peu de No One's Rose? Comment ça s'est monté, ce projet, avec ton auteur? Ouais. Oui, bien sûr. Bon, en fait, j'avais travaillé avec Zach. Donc, Zach Kaplan. Sam Thompson. Non, c'est Thompson. Oui, non, Kaplan, c'est l'autre, pardon. J'ai confondu. C'est un autre. C'est bon. Il y a beaucoup de Zach. C'est comme les Albuquerque, il y en a aussi. Il y a toi, il y a Raphaël, il y a machin. Arrêtez d'avoir des prénoms et des noms. C'est Raphaël et les bons, c'est moi. Bon, j'avais travaillé avec Zach dans un numéro chez Marvel, de Spider-Geddon. On a connecté et j'ai lu quelque chose qu'il avait fait en indépendant aussi et ça c'était très intéressant et j'ai lui contacté. J'aimerais travailler avec toi, on peut faire quelque chose ensemble, voilà. Et on a commencé. Il m'a parlé de ces projets qu'il avait avec sa femme maintenant. Qu'ils ont travaillé pendant 5-6 ans déjà. Et c'était bon, il a commencé à me raconter, c'était très intéressant. J'ai vu un potentiel assez fort et ça m'a plu beaucoup. Je m'ai mis directement sur le design, le caractère design. Et on a commencé à faire comme ça. Et ils m'ont donné des commentaires. On peut faire comme ça aussi. Et ils ont aimé. C'est ce que j'ai fait. J'ai aimé ce qu'ils font. Ce qu'ils font, ouais. Qu'est-ce qu'ils font. Et c'est mon français. Oui, non, bah oui, mais c'est un peu rouillé, mais c'est pas grave. Hein. Et voilà. On a trouvé Volt. Pour faire des maisons d'édition, ils ont été intéressés du début. C'est-à-dire que quand vous êtes allé voir Volt, t'avais déjà genre dessiné un numéro en fait? Non. On fait les projets, on fait les pitchs, c'est la synopsis. On fait des dessins de caractère design a little bit, un peu. Et après, peut-être 1-2 planches et ça va. Mais non. Ce serait trop d'efforts si tu devais déjà dessiner un numéro et après on te l'accepte pas. Non, les projets comme ça, on fait pas. Aux États-Unis, il faut pas faire beaucoup de planches. C'est pas. Ici en France, franco-belge, il y a encore cette habitude de faire 5, 6, 10 planches pour montrer un projet et ça c'est beaucoup de boulot. Si le projet ça marche bien, bon, mais sinon c'est pas payé. Donc, non. Aux États-Unis, avec la synopsis et quelques dessins pour les caractères, les personnages, c'est bon. Du coup, parce que c'est de ça que je voulais parler aussi, c'est que, avec No One's Rose, c'est que, voilà, tu commences en fait par
parce que c'est du creator own, donc en fait tu dois créer tout un univers et c'est toi qui va lui donner la patte visuelle, la direction artistique, et alors ça comment ça marche tout à fait, comment ça marche dans ton cerveau. Bon, et les éditeurs aussi ils ont l'option de voir ton boulot, parce que bon, c'est pas, écoute, on n'a pas fait des BD ou des comics non plus, non, on a une carrière, on a 15 ans de dessin arrière nous. Donc voilà, ils ont la chance de voir, bon, je peux faire ça, c'est pas un problème de dessin. Ouais. Tu vois, c'est bon, ça marche. Alors de quoi tu t'es inspiré un petit peu pour mener créer les personnages, parce que donc No One's Rose qui nous parle quand même un petit peu de crise écologique, hein, on va dire, mais qui est quand même dans ce qu'on appelle un peu une forme de récit un peu solar punk, où en fait on est dans un futur mais qui propose une forme d'espoir dans ces cités qui ont été construites et qui disent vas-y, on peut quand même essayer un petit peu de s'en sortir. Comment on réussit un peu à traduire cette forme d'optimisme à la fois dans le choix du cadre que tu vas donner, mais aussi dans le caractère design de tes personnages. Bon, c'est un mélange audiovisuel, c'est de n'importe quoi. C'est du comics, de télé, film, video games, c'est jeux de vidéo, c'est un peu de tout. Un peu de Alien avec des jeux de vidéo qui j'ai joué quand j'étais petit, du comics que j'aime bien, qui sont science-fiction. C'est trop. Ouais. Mais c'est un exercice compliqué d'avoir justement toutes ces références que tu vas rechercher, et puis de réussir aussi à en faire quelque chose qui te soit propre, pour pas que ce soit juste de la copie en fait de ce que tu as déjà vu quelque part ailleurs. C'est un peu difficile de limiter tout ça, tu vois. Donc moi j'ai commencé un peu partout, et peu à peu tu fais un peu plus limité jusqu'à tu arrives où tu veux arriver à niveau visuel. J'essaie d'avoir c'est ce que les scénaristes pensent aussi, parce que c'est important pour moi qu'ils sont contents. Ouais. Et qu'ils soient capables de transmettre ce qu'ils voulaient faire, tu vois. Ouais. Donc voilà. Des fois, ils me donnent des références qui aident beaucoup aussi. Ouais, dans le script, c'est détaillé. Tous les par deux, exemple. Emily et Zach, ils me disent, moi, ça c'est un peu ce que j'avais en tête. Ça te va ou pas? Et voilà, c'est très collaboratif. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que même lui peut te faire des retours aussi après sur des propositions d'environnement que tu as, par exemple, voilà. quand tu dois imaginer les grandes cités. C'est ça. C'est ça, parce que tandis que tu travailles dans les projets, tu as ton propre image dans ton tête. Donc, ça se mélange avec l'ur, et c'est comme ça que tu peux arriver à le dessin final. D'accord. Ça avait toujours été dès le départ un projet qui était pensé comme une mini-série, ou vous pensiez faire plus long? Oui, c'est une mini-série de debout, ouais. Et ça, pour toi, c'est mieux, en fait, par rapport justement à ton expérience sur Letter 44, c'est plus simple de bosser sur une mini-série quand tu sais que du coup que tu vas faire que 5 ou 6 numéros, c'est plus simple pour ton découpage, pour le rythme et tout ça? Oui et pas. Oui, parce que ça te donne un temps limité. Et tu sais, écoute, ça fait 4 fascicules en numéro, c'est pas comme on veut. Voilà, c'est ça. 4 numéros, et ça fait 6 mois de boulot. Et comme ça, tu peux te organiser très bien, et voilà. Si c'est une série qui continue, bon, ça fait c'est un projet différent. C'est une mentalité qui change complètement. C'est plus focusé dans les longtemps. Et ça te permet de développer un petit peu plus, si tu veux. Mais c'est puissant aussi. Donc, voilà. C'est pour ça que l'équilibre entre super-héros et indépendance, ça me va bien.
Voilà. Et aussi même par rapport à l'avancée de l'histoire, parce qu'il y a quand même quelques retournements de situation en fait, et même par rapport à la progression, bah si Zach et sa femme te faisaient des retours sur tes designs, est-ce que toi parfois tu fais des propositions aussi sur le déroulé de l'histoire, où tu dis ah mais cette scène peut-être qu'il faudrait la changer, ou peut-être que Oui, oui, ça, tu fais aussi? oui, bien sûr, j'ai mes opinions aussi et j'ai pu leur donner. Et si je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, bon, je leur dis, écoute, je crois que ça va mieux si on fait comme ça. Et ils sont toujours, oui, ils sont très, très positifs aussi. Normalement, les projets que j'ai eu avec des scénaristes indépendants et tout ça, c'est comme ça, c'est collaboratif, Après, parfois tu peux avoir peut-être des auteurs qui sont plus contrôle fric que d'autres, tu vois. Ah oui, ouais, bon, écoute, c'est comme tu peux trouver comme ça n'importe où. Mais oui, non, normalement, ça va. Ça va parce qu'il comprend que je suis pas une machine, tu vois. Si, t'es un artiste. C'est mon projet aussi. C'est un concept, aujourd'hui, c'est difficile à comprendre par beaucoup de monde qui pensent que les projets sont des scénaristes. C'est les scénaristes, c'est les mecs la femme, qui pensent tout. Et c'est eux qui ont imaginé n'importe où. Ah non, mais c'est justement, c'est pas comme ça. C'est un projet collaboratif, 50-50. L'artiste offre son point personnel aussi, son point de vue. Et finalement, c'est un médium que tu vois. C'est pas seulement lire. Hein. Donc, il y a beaucoup de l'histoire qui se transmet par l'art et pas nécessairement par le scénario. Ouais. Donc, ouais. D'accord. Et pour la mise en couleur, alors du coup, ça a été quoi votre choix? Parce que c'est des couleurs qui sont assez vives, je trouve, presque un peu, je sais pas, je dirais fluo, enfin dans des tons assez fluo. Ouais. Ça aussi, c'était un choix délibéré. Alors, c'est comment vous l'avez fixé? Moi, normalement, j'aime bien laisser les coloristes faire leur boulot à l'aise, parce que ils sont trop pressés normalement. Et au moins qu'ils y voient quelque chose qui réellement va pas, je leur laisse faire. Ils sont des professionnels, je les fais confiance. Et bon, il y a des notes, bien sûr. Ouais. Écoute, dans cette scène, on cherche cette ambiance, donc la couleur va aider comme ça. Mais bon, c'est à eux. D'accord. Ouais. Est-ce que c'était un projet aussi qui te parlait aussi par rapport à ce que ça raconte un peu, notamment avec le message assez écologique en fait, et vu les temps qui courent en fait, c'était quelque chose qui te parlait un petit peu? Est-ce que tu ressens que en faisant des histoires de science-fiction telles que No One's Rose en fait, ça te permet toi-même aussi un peu d'exprimer un point de vue aussi sur avec les auteurs aussi, mais sur le monde qui t'entoure en fait, et oui, bien sûr. C'est très frappant dans No One's Rose. C'est ça exactement qui m'a attiré sur le projet. C'est très actuel. C'est important. C'est un message important qui on essaie de donner. Et bon, c'est ça qu'on voulait transmettre. Il faut faire attention parce que on peut rater. Donc, voilà. Et tu penses que du coup que l'humanité va finir comme celle de No One's Rose? Est-ce qu'on va construire des villes pour s'isoler d'un environnement extérieur qui sera devenu trop hostile, ou est-ce que tu as un peu plus d'espoir, ou encore moins d'ailleurs peut-être? Bon. Est-ce qu'on arrivera à construire ces villes? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire un petit peu? Je sais pas. J'aime bien l'espoir à la fin. Ouais. J'aime bien. Je pense que tandis qu'il y a 10 ans, il y a d'espoir. Mais c'est chaud. Mec, c'est trop chaud aujourd'hui. Vous ne voyez pas le regard de dépit d'Alberto là, c'est terrible. D'accord, là vous étiez passé aussi, c'est vrai que vous êtes allé chez Vought, qui est aussi une structure assez nouvelle en fait quand même, qui existe depuis quelques années. Mais il y avait en fait et après tu dis par exemple qu'après tu fais un autre truc chez Aftershock par exemple. Ouais. Mais ça aussi c'est comment dans le Creator Owned chez les indépendants, comment est-ce que tu choisis? Est-ce qu'il y a des facteurs qui motivent que tu ailles plus vers une structure qu'une autre, peut-être par rapport au contenu du projet? Non, normalement, c'est ce que j'ai fait, c'est de parler avec les scénaristes, parce qu'on se connaît déjà.
et on prépare quelque chose ensemble et on trouve un éditeur qui soit intéressé. C'est comme ça. C'est pas une structure. Dans ces projets, on veut cet éditeur. Pour ces projets, on veut cette maison d'édition. Non, on cherche. Et s'il y a quelqu'un qui soit intéressé, bon, on va avec eux. D'accord. Voilà. Et tu as un avis un petit peu sur la place maintenant de l'indé dans toute la production américaine? Est-ce que tu suis un petit peu avec toutes les structures qui apparaissent, certaines qui disparaissent aussi? Est-ce que tu sens que c'est plus difficile de se faire une place avec le Creator Round maintenant ou au contraire le fait qu'il y ait autant de propositions, ça veut dire qu'il y a plus de chances en fait pour chacun? Je crois que maintenant c'est un bon moment pour le Creator Round. Ouais. Il y a beaucoup de nouvelles maisons qui cherchent des projets. Et si tu trouves pas une maison, tu peux le faire toi-même, quoi. Il y a des plateformes. Genre Kickstarter, je pense à... Kickstarter, Ulule, Webtoons, ton propre website, Instagram, Facebook, tout, tu peux faire comme tu veux. Donc, c'est un bon moment. Ouais. C'est un bon moment. C'est vrai que t'as fait du webtoon, non, pour Marvel, enfin, du Infinity Oui, Comics, j'ai fait du comic vertical. Oui, c'était bien ça ou pas, de Marvel Unlimited. Ouais, c'est ça. Infinity Comics sur Marvel Unlimited. Ouais. Voilà. C'est pas trop dur, du coup, de changer complètement ta façon de narrer, parce que là, c'était un bon expériment. Ouais. C'était amusant d'essayer les formats. Mais moi, j'aime bien les comics. Le découpage, physique, la planche. Donc, c'est ça qui me manque. Mais à part de ça, c'était drôle, quoi. C'était bien. D'accord, très bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup Alberto. Merci à toi. Albuquerque d'avoir répondu à mes questions. Donc pour rappel, No One's Rose, c'est disponible chez Comics Initiative et c'est vraiment plutôt cool. On vous renvoie au back issue qu'on avait fait pour la critique de la BD. Puis si jamais vous écoutez ce podcast au moment de Japan Expo, Alberto est sur place donc pour vous rencontrer et dédicacer la bande dessinée. Sur ce, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez y réagir dans l'espace commentaire de notre site. N'oubliez pas que si vous appréciez les interviews qu'on fait, c'est très simple, il suffit de les partager sur les réseaux sociaux. Et puis ma foi, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Alberto, à une prochaine et à bientôt pour le prochain podcast. Salut!